La commission reprend ses travaux. Alors, le dernier groupe pour aujourd'hui, il s'agit de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Alors, mesdames, bienvenue à cette commission. Vous allez avoir 10 minutes pour présenter l'essentiel de vos recommandations, de votre mémoire, vous présenter bien évidemment, et par la suite, on va entamer la discussion avec les parlementaires. Alors, le temps est à vous. Merci beaucoup. Donc, je suis Gina Gasparini, la présidente de l'Association québécoise des CPE et aussi directrice générale CPE à Montréal. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions de nous donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Je m'exprime au nom de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, la CPE, qui représente et accompagne environ 800 CPE et bureaux coordonnateurs partout au Québec. La mission de ce réseau est d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans, sans distinction, un accès à des services éducatifs de haute qualité en collaboration avec les familles et tous les partenaires impliqués dans le bien-être du développement des tout-petits. D'entrée dans le jeu, je voulais être claire. L'ex-CPE et ses membres adhèrent pleinement au principe de la laïcité de l'État. La neutralité religieuse, la séparation de l'État et des religions, l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que la liberté de conscience et de religion. Nous croyons aussi fermement que les activités éducatives offertes aux enfants doivent être exemptes de toute influence religieuse et strictement alignées sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance. Notre présence aujourd'hui ne vise pas à remettre en question ces principes. Elle vise plutôt à s'assurer que les mesures déployées soient les meilleures pour atteindre les objectifs visés et qu'elles soient cohérentes avec les priorités identifiées sur le terrain. Quand on demande quelle est la priorité, voire l'urgence, en petite enfance, il existe un consensus clair et les données le confirment. La qualité éducative dans les services de garde est en recul au Québec. Les professionnels de la petite enfance, les chercheurs, les partenaires, le vérificateur général, le ministère de la Famille et les parents arrivent tous au même constat. Or, les études scientifiques sont unanimes. La qualité éducative est majeure pour le développement du plein potentiel des enfants, pour leur intégration à l'école et même pour créer des aptitudes essentielles à l'âge adulte. Et ce n'est pas un concept abstrait. La qualité éducative repose sur des éléments très concrets. La qualification du personnel, la stabilité des équipes, la qualité des interactions quotidiennes entre éducatrices et enfants et la relation de confiance avec les parents. Ce sont ces interactions, jour après jour, dans les routines, les jeux, les transitions, qui ont un impact direct sur le développement cognitif, langagier, social et émotionnel des enfants. L'importance de la qualité éducative est telle que le gouvernement en a fait un objet d'évaluation avec des critères précis. La semaine dernière, à la suite d'une intervention du vérificateur général, le ministère de la Famille a d'ailleurs publié pour la première fois les résultats de ces évaluations pour tous les services de garde en installation, offrant une nouvelle transparence aux parents, confirmant que c'est un enjeu important pour eux. Or, ni la littérature scientifique, ni nos données recueillies auprès de plus de 700 CPE-BC ne démontrent que le port des signes religieux constitue un problème avéré dans les CPE. Rien ne démontre non plus qu'il empêche les activités éducatives d'être exemptes d'enseignements religieux ou qui nuisent à la qualité éducative. À l'inverse, ce qui menace concrètement la qualité éducative depuis quelques années, c'est la pénurie du personnel qualifié. Savez-vous que le métier d'éducatrice à la petite enfance est au 6e rang des professions avec le plus de postes vacants au Québec? Concrètement, cela veut dire que les CPE sont souvent à une éducatrice qualifiée d'une brise de service, soit d'appeler les parents pour leur dire que le groupe de leur enfant sera fermé pour une journée ou plusieurs journées et qu'ils doivent le garder à la maison. Les craintes quant aux impacts du projet de loi sur le recrutement, la formation et la rétention sont donc bien réelles, bien documentées et largement partagées sur le terrain. Toute mesure qui risque d'aggraver la pénurie ou de fragiliser la rétention pose un risque réel pour la qualité éducative.
La question de la qualité éducative est aussi liée à l'autonomie des CPE. Bien que largement financés par le gouvernement, les CPE ne sont pas des institutions étatiques. Ce sont des OBNL ancrés dans leur communauté, gérés par des conseils d'administration majoritairement composés de parents. Cette autonomie n'est pas un détail administratif. Elle permet aux CPE d'adapter leurs pratiques aux réalités locales, d'innover, de tisser des partenariats et de répondre avec agilité aux besoins spécifiques des enfants et des familles. Cette autonomie est un facteur important de la grande qualité éducative offerte dans les CPE, mais elle est déjà ancrée par nombreuses obligations réglementaires. Chaque nouvelle condition ajoutée au financement vient donc réduire l'espace décisionnel des conseils d'administration, même si les budgets ne sont pas contrôlés au sens strict. Dans le cas précis du PL9, l'enjeu n'est pas seulement financier. Il touche la gestion des ressources humaines, à l'organisation du travail et la capacité des CPE de répondre à la pénurie du personnel. Imposer des obligations supplémentaires dans la marge de manœuvre ni accompagnement force les CPE à faire des choix qu'ils ne maîtrisent plus pleinement. Par exemple, renoncer à des éducatrices qualifiées ou réorganiser des équipes déjà fragilisées. À long terme, ce type de conditionnalité transforme progressivement le rôle des CPE. On passe d'organismes autonomes ancrés dans leur communauté à des exécutantes de normes uniformes moins capables de s'adapter aux réalités locales. C'est dans ce sens que nous parlons d'un risque de fragiliser le modèle OBNL. Notre position n'est pas un refus de la laïcité. Elle vise plutôt à préserver l'équilibre entre les objectifs de l'État et l'autonomie nécessaire au CPE pour continuer à offrir une qualité éducative élevée dans un contexte déjà marqué par forte tension sur le personnel. Pour conclure, notre message est clair. La laïcité, nous la partageons. La qualité éducative et l'autonomie des CPE, nous devons les préserver. Ce sont ces deux piliers qui font la force de notre réseau. Nous demandons donc que toute mesure législative prenne en compte ces réalités concrètes et respecte l'équilibre fragile entre le principe de l'État et le fonctionnement optimal des CPE. Nous tenons également à rappeler que le respect de la laïcité dans les services de garde éducatifs est déjà encadré par la loi, soit par l'article 90.1 de la loi sur les services éducatifs à l'enfance. Ce dernier interdit tout prosélytisme et toute discrimination religieuse et guide le travail quotidien des éducateurs et des éducatrices et des gestionnaires. Dans ce contexte, nous nous interrogeons, la meilleure façon de garantir la laïcité dans les CPE est-elle vraiment celle proposée par le PL9 avec tous ses impacts potentiels sur le réseau ou ne serait-il pas plus efficace de s'appuyer sur la loi existante et de permettre au ministère de la Famille d'intervenir en cas d'abus? Nous sommes convaincus que nous avons tous le même objectif, le bien-être, le développement optimal du plein potentiel de nos tout-petits et la confiance des familles dans le réseau des services éducatifs à l'enfance. C'est pourquoi il nous semble important de collaborer afin de trouver une avenue qui remplit à la fois les objectifs du gouvernement et les objectifs et les priorités du milieu de la petite enfance. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va débuter la période de questions et de discussion avec les parlementaires. Monsieur le ministre, et votre banquette, 16 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Je comprends que la plupart de vos interventions demandent en réalité le retrait de certaines dispositions du projet de loi 9 concernant essentiellement, je pense, la question des menus religieux ou traditionnels puis le port de symboles religieux. Vous nous parlez là, de respecter l'autonomie des CPE. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle, mais le groupe précédent était formé de 2 personnes, dont une personne est responsable d'une garderie. Elle nous a offert un témoignage différent, nous disant que ça avait des impacts, que des personnes qui portent des symboles religieux suscitaient toutes sortes de questions, que ça peut empêcher des activités, que le fait que des enfants passent plus de temps avec certains éducateurs et éducatrices avec leurs parents, ça il devenait d'une certaine manière le rôle, la figure d'autorité, mais aussi le modèle parental, et qu'en ce sens, c'était pas souhaitable que cette personne-là porte un symbole religieux. Comment vous réagissez à ce témoignage-là de cette femme qui vient de parler juste avant vous et qui parlait comme membre du groupe, mais aussi comme personne qui dirige une garderie? Mais, je vais vous dire, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le réseau des CPE, puis je vais vous dire que
C'est sûr que les enfants ils peuvent poser des questions, mais c'est pas basé sur la religion, puis les réponses ne le sont non plus. Alors, un enfant peut demander à son éducatrice pourquoi tu as un foulard sur ta tête, parce que c'est comme ça qu'eux, ils le voient. Puis elle veut dire parce que je veux le porter. Puis à côté, il va voir l'autre éducatrice qui va dire pourquoi tu as une boucle d'oreille dans ton nez? Parce que j'aime ça, je trouve ça joli. Alors, il y a une façon de répondre aux enfants sans connotation religieuse du tout. Et les enfants, on peut les habituer à voir et à respecter et aimer les différences entre eux, puis entre les adultes aussi. Alors, on peut porter un signe, puis que la religion ne rentre pas du tout dans les portes du CPE. En fait, si je peux ajouter aussi, donc, on faisait référence à l'article 90.1, donc les exemples qui ont été donnés par la dame précédemment, donc il y avait, par exemple, justement de parler ou de signer, c'est déjà proscrit par l'article 90.1. Donc, est-ce qu'il pourrait être renforcé? Si on prend l'exemple de Bedford aussi qui a été soulevé, donc c'est une non-application. À ce moment-là, il n'y avait pas de signes religieux qui étaient impliqués dans cette situation-là. Donc, on considère que il y a déjà des moyens qui sont là. Peut-être que c'est des moyens qui ont besoin d'être appliqués de façon plus assidue. Mais si je reviens à ce que Madame disait précédemment, il n'y a pas d'études qui ont démontré qu'il y avait une relation entre le fait de porter un signe religieux et l'enseignement qu'on peut donner à un tout petit, par exemple. Ouais, je ne pense pas que c'est parce qu'on porte un symbole religieux nécessairement qu'on ne fait que parler de religion puis que nécessairement on va faire du prosélytisme. Mais je vous dirais qu'il y a une espèce de banalisation, évidemment, que si on le porte, c'est on peut envoyer un message. Enfin, c'est ce qu'on a dit pour les écoles primaires et secondaires, c'est ce que disent d'autres pays aussi. Puis, dans beaucoup de corps d'emploi, il y a des uniformes, parce que l'uniforme veut dire quelque chose. Ça parle, la manière dont on s'habille. Pas en disant, je porte un chandail rouge parce que j'aime ça, tu portes un chandail orange parce que tu aimes ça. Quand on porte quelque chose qui a une connotation particulière, comme un uniforme, tu fais cet emploi-là, tu dois porter cet uniforme pour que dans le regard de l'autre, on t'identifie directement. Tu es habillé en policier, c'est pas une chemise parce que tu aimes la coupe du tailleur, pour que le citoyen le reconnaisse, cette personne-là, Jacques ou Marie ou Françoise ou Ahmed, j'oublie son nom, c'est un policier. Si je vois quelqu'un qui porte un symbole, je vais dire, voilà, il est catholique, voilà un musulman, voilà un sikh, avant même de voir la personne dans l'espace public, c'est une chose. Mais quand on a une responsabilité puis qu'on intervient au nom de l'État, c'en est une autre. Il y a quelques années, on a décidé de ne pas aller dans les garderies, dans les CPE. On se fait questionner, on réfléchit, on arrive avec une proposition suite au rapport Belchar-Rousseau. Donc, on met ça au jeu. On pense que c'est intéressant d'y aller, mais j'aimerais ça vous entendre encore plus pour dire, bon, vous nous parlez de la question de la pénurie, puis d'une difficulté à embaucher des gens. Je comprends cet argument-là, mais admettons qu'on avait des dizaines de milliers de candidats et candidates et qu'on se demandait juste, est-ce souhaitable et optimal que les personnes portent des symboles religieux et qu'ils soient vus par les enfants comme ça? Là, ça serait la question que je vous pose. Est-ce optimal et souhaitable que les personnes portent des symboles religieux lorsqu'ils travaillent dans des CPE? Les centres de la petite enfance, on le dit souvent, ce sont des milieux de vie, donc qui sont diversifiés, qui sont représentatifs de la société dans laquelle ils évoluent. Donc, à cet élément-là, c'est donc normal, à notre avis, qu'il y ait des personnes de différentes origines, de différentes confessions, donc qui puissent œuvrer au sein des centres de la petite enfance, tout en évidemment évitant de faire de l'enseignement religieux. Donc, de ce côté-là, je pense que ça nous permet aussi aux tout petits d'appréhender la réalité, de savoir que ces personnes-là font partie intégrante de la société dans laquelle elles évoluent. Et sur la question des menus, recommandation 7, assurer une application réaliste et non pénalisante des exigences alimentaires. Ce que je comprends, c'est que vous êtes en désaccord avec la proposition du projet de loi actuel. Vous me l'expliquerez si ce n'est pas exact. Ce qu'on dit, c'est que il n'est pas interdit d'offrir un menu qui est issu de préceptes religieux ou de traditions religieuses,
mais ça peut pas, il ne peut pas y avoir que cette option. On ne peut pas forcer tout le monde à dire vous allez manger kasher, halal ou un menu d'une autre religion qui imposerait là, un code en disant mange ça, mange pas ça. Nous, on pense que c'est raisonnable de ne pas interdire le menu religieux, mais de ne pas imposer non plus le menu religieux à tout le monde dans la garderie. Au-delà de la considération économique, est-ce que c'est souhaitable d'imposer à tous un choix alimentaire d'une minorité? En fait, c'est un dossier qui transcende les centres de la petite enfance, c'est-à-dire que c'est pas on n'est pas contre l'idée là. On n'est pas contre l'idée. En fait, on appuie l'idée qu'un menu ne doit pas reposer uniquement 100% sur une confession particulière. Ce qui est particulier dans le centre dans les centres de la petite enfance, c'est qu'ils ont accès à certains fournisseurs et donc, avec le temps, ce qu'on a vu, c'est que les grands multinationales, les grands abattoirs ont commencé à produire de la viande qui est uniquement halal ou qui est uniquement cachère, par exemple. Et ce sont seulement ces fournisseurs-là auxquels ont accès les centres de la petite enfance. Et donc, ce n'est pas une volonté d'imposer un menu qui est 100% halal, par exemple. C'est vraiment une question logistique ou pragmatique que dans une région particulière, ils ont accès à un seul fournisseur et ce fournisseur-là fournit uniquement de la viande halal. Fait que dans ce cadre-là, ce qu'on dit, c'est que de vouloir changer cette proportion-là, ben donc si vous voulez légiférer plus haut ou aller parler au niveau fédéral, donc on sera bien, on sera partant. Mais sinon, entre-temps, les centres de la petite enfance vont se retrouver à devoir soit augmenter de façon considérable leurs frais pour faire affaire avec, par exemple, se retrouver à devoir aller à l'épicerie, par exemple, pour pouvoir combler leurs besoins en aliments, ou encore de devoir à augmenter de façon considérable leurs frais pour pouvoir offrir un menu qui ne va pas être basé sur la viande qui est disponible pour eux. Moi, j'ai l'impression des fois que on est comme au service du marché plutôt que le contraire. J'ai comme un souvenir désagréable du moment où j'étais à l'éducation et on se rendait compte qu'il y avait un paquet d'écoles primaires au Québec qui n'avaient il n'y avait pas de récréation l'après-midi. Les enfants n'avaient pas le droit de récréation l'après-midi. Et là, je dis, voyons donc, on va changer ça, ça n'a pas de sens. On va dire, ben non, on ne peut pas, M. le ministre, à cause des autobus. L'autobus part à telle heure. Donc, on n'a pas de temps tant pis pour les enfants. Ils n'iront pas jouer dehors. C'est l'autobus qui décide ce qui se passe dans l'école. Puis là, je dis, non, c'est pas la queue qui branle le chien. C'est pas comme ça que ça va marcher. On va décider que tous les enfants au Québec ont droit à une récréation minimum. Puis c'était 15 minutes, je dis, on va mettre 20 d'abord. Fait que ça va être 20 minutes le matin minimum, 20 minutes l'après-midi minimum. Puis on donnera des contrats aux constructeurs d'autobus puis en fonction du bien de l'enfant. Puis c'est drôle, hein? C'est arrivé. Finalement, les autobus étaient capables de partir plus tard, puis etc. J'ai l'impression que là, on ne l'a pas demandé au marché. « Hey, nous autres, on veut de la viande régulière. On ne veut pas de la viande cachère ou halal nécessairement. » Fait que les fournisseurs, c'est ça qu'ils nous donnent. Puis on prend ce qu'ils nous donnent. Mais le jour où on a toutes nos institutions, tous nos hôpitaux, toutes nos écoles, tous nos CPE qui disent là, c'est pas la minorité qui va imposer le menu à la majorité. On aimerait ça avoir des choses comme ça. Ben, je pense que le marché, les fournisseurs, vont s'adapter. Je pense qu'il y a un parallèle entre les deux. Je comprends qu'en ce moment, ça prend un petit peu de volonté, mais je pense qu'on peut le faire. Mais je vois mal pourquoi le réseau s'opposerait à ce que le gouvernement vous aide à servir votre clientèle. Je comprends ce que vous voulez dire sur le marché dans le cas de la viande, parce que aussi c'est question de budget. Les fournisseurs vont peut-être dire, ben OK, on va vous le fournir, mais là, c'est parce qu'il faut avoir le budget pour les acheter au nouveau prix. Il y a ça. Mais aussi, tout ce que vous soulevez comme problème, pourquoi l'autobus gère ça, ça vient justement un peu pourquoi aussi on défend notre structure de CPE au BNL. Parce que quand on est plus petit, on a plus de contrôle. Et ça ne s'applique pas pour la viande parce qu'une grosse machine, les fournisseurs de viande. Mais c'était juste un exemple de dire en CPE, parce qu'on est plus petit, puis on a un conseil d'administration sur place, les parents, il n'y aura pas de problème de récréation pour l'autobus. Et c'est pour ça aussi qu'on parle dans le mémoire de l'importance
de laisser gérer les choses un peu à ce niveau-là avec les parents au conseil d'administration, parce que quand ça demeure plus petit, avec un peu de flexibilité, on peut agir plus vite, même s'il y a des problèmes que vous essayez de prévenir avec ce projet de loi-là. On peut prévenir tout de suite sur le top parce qu'on est au BNL, autonome. On peut tout de suite, on ne doit pas passer par plein d'étapes avant de se rendre à des résultats. Alors ça, on aura de la récréation, peu importe à quelle heure l'autobus va passer, parce qu'on est des petites coopérations. Merci. Je laisse les collègues poursuivre. Merci beaucoup. Alors, pour le député de Chauveau, Merci, Madame la Présidente. 4 minutes Mesdames, 16. Mesdames, merci beaucoup. Combien de temps, vous avez dit? 4 minutes 13. Merci. Donc, je vais tenter d'être concis. Merci beaucoup, mesdames, de votre participation aujourd'hui. C'est un réseau que je connais bien. Mon épouse travaille d'ailleurs dans un CPE, donc je connais assez bien le domaine et on a des bonnes discussions à la maison sur les services qui y sont offerts, puis elle apprécie particulièrement avoir cette opportunité-là. Vous parlez d'études, vous parlez de données probantes. On va en parler d'études. J'aimerais, parce que si on veut comprendre là, les risques associés que vous venez nous parler aujourd'hui, j'aimerais bien savoir de votre côté les données que vous avez. 800 CPE environ, vous parlez comme membership, quand même assez énorme. La grande majorité doit être membre, j'imagine, de l'association. Il y en a peut-être des désaffiliés, mais très peu. Ça doit être... 5 Parfait. Donc, quand on parle de ce grand nombre de représentations, j'étais moi-même directeur général d'une association provinciale à l'époque, puis on a des bonnes idées de qui nous représentons lorsqu'on s'en vient à une commission parlementaire. De votre côté, combien c'est majoritairement des femmes, très vastement, majoritairement, il y a quelques hommes dans le réseau, mais combien vous diriez de personnes actuellement qui travaillent, c'est une estimation, qui doivent porter actuellement un signe qu'on pourrait définir comme un signe religieux au sens de la loi, ce qu'on veut retirer comme symbole religieux aujourd'hui, là. Sur les 800 CPE, sur l'ensemble des employés, premièrement, vous en avez combien? Puis de cette partie-là de personnes, vous diriez, c'est quoi la proportion là, qui porte un signe religieux? Non, on n'a pas fait la recension des personnes qui portent des signes religieux. Et puis, le réseau des centres éducatifs à l'enfance, donc, vos mesures pourraient aussi viser les garderies privées subventionnées. Donc, c'est une donnée qui serait pas probante de toute façon, même si on en avait. Mais quand même, à 800 CPA, on aurait une bonne idée. Là. On peut extrapoler aux garderies privées, mais si on avait vos données à vous, de combien, c'est-tu 10 15 20 de vos membres que vous pensez qui pourraient, là, même si ça ne veut pas le chiffre exact, puis je comprends qu'à chaque jour, ça change. Oui, mais ça évolue pas de façon massive à chaque jour. Là. Mais une chose qui est certaine, c'est que la grande région de Montréal, il y en a plus, parce qu'il y en a plus qui habitent là. Je vais vous donner l'exemple de mon CPE. Sur 25 employés, j'en ai 5 qui portent le voile. Si sur les 5, il y en a 3 qui m'ont confirmé qu'ils vont quitter si elles ne peuvent pas porter le voile. Puis c'est des éducatrices avec un diplôme qu'on va perdre. En fait, j'imagine que vos éducatrices ne quitteraient pas parce que vous comprenez que dans ce qu'on propose aujourd'hui, il y a une clause grand-père. Oui. Donc, ces éducatrices-là, aujourd'hui, pourraient maintenir le port de leur voile, par exemple. Là, je parle du voile, mais ça peut être d'autres signes religieux aussi. Je fais très attention qu'on ne stigmatise pas la communauté musulmane. Ça touche l'ensemble des signes religieux. Mais je comprends qu'on a été quand même soulagé qu'il y avait la clause grand-père, mais c'est très différent dans les CPE que dans les écoles. Parce que dans les écoles, une éducatrice qui porte un signe, son employeur a peut-être 4 écoles. Donc, nous, comme chez nous, c'est un CPE, 2 installations. Alors, si jamais elle voudrait changer de lieu parce qu'elle déménage ou pour toute autre raison que lui appartient, elle ne peut pas. Si elle veut faire un autre emploi dans le même CPE, elle ne peut pas. Alors, quand elles m'ont dit on va quitter, parce qu'à eux, à long terme, ils souhaitaient peut-être avancer ou faire d'autres choses. Il y en a un qui cherche une maison un peu plus loin. Et ça va les protéger un peu, mais ça freine leur carrière. Puis ça freine leur droit de déménager, leur droit de changer de poste dans le CPE. Et des fois, avec la pénurie,
On a besoin de demander à quelqu'un qui occupe un poste d'aller remplacer l'autre, il ne Merci. faut pas qu'on ferme des groupes. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cette première ronde de discussion. On poursuit avec l'opposition officielle pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Blanchard. Bonjour, Madame Gasparini. Merci beaucoup pour votre contribution à la Commission. Mais justement, donc, ma première question portait sur le fonctionnement des CPE. Vous avez raison. Souvent, donc, une certaine méprise sur votre rôle. On a l'impression que vous êtes des entités gouvernementales, mais vous l'avez mentionné, vous êtes des OBNL avec une certaine autonomie de gestion, un peu comme des écoles privées qui reçoivent donc un agrément aux fins de subvention. Je connais moins votre réseau que le député de Chauveau, n'ayant pas de personnes dans mon environnement immédiat qui y travaillent. Donc, j'aurais peut-être que vous nous éclairiez un peu plus sur votre autonomie de gestion d'une part, puis peut-être poursuivre sur la distinction de l'emploi de la clause grand-père entre le réseau des CPE, à quoi ça pourrait ressembler, ce qui est prévu au projet de loi et ce qui prévaut en ce moment dans le réseau public de notre éducation. Alors, par exemple, je vais vous dire, mettons si on se tient sur le thème de PL9, par exemple, si jamais c'est porté à mon attention qu'il y a eu peut-être une discussion inappropriée entre une éducatrice et un enfant qui portait une connexion religieuse, mais moi, je peux interagir tout de suite. Je n'ai pas à passer par plusieurs étapes avant de me rendre à corriger la situation immédiatement. Et agir tout de suite, puis évidemment, juste en vertu de quoi, c'est pas nécessairement une question, une colle de juriste, là, mais vous êtes en vertu de votre autonomie, en vertu de la loi, donc vous avez cette capacité d'intervention immédiate. Vous avez tous les leviers nécessaires. Exactement. Okay. Des fois, quand on est dans des organismes ou des boîtes pas mal plus grandes, il y a des étapes plus longues à franchir. Mais nous, parce qu'on est des plus petits, on peut arrêter quelque chose tout de suite. Il n'y a pas de délai, on va aller voir telle personne. Et donc, on a une autonomie de gestion qui nous permet de prévenir tout ça et à interagir tout de suite si jamais il y a quelque chose. Puis ça va pour toutes les situations. Peut-être je peux ajouter, donc le conseil d'administration est formé de parents utilisateurs, donc aussi sont très près justement de cette gestion-là, donc ça leur permet aussi donc de porter à notre attention s'il y a des sujets qui peuvent être plus qui pourraient porter à des plaintes et donc ça peut se régler de façon plus efficiente. Par rapport au droit acquis, donc il y a peut-être une définition selon les documents qu'on a lus, il semblait y avoir une différence dans l'application du droit acquis qui est un peu distincte de ce qui est prévu pour les écoles, Donc, on parle du droit acquis pour la personne selon son poste. Donc, ce qui a été, je pense, c'est dans le projet de loi 94. Donc, dans le milieu scolaire, on parle d'une prédominance de tâches. Donc, l'exemple que donnait Gina, ça arrive très souvent dans nos milieux, notamment parce que la pénurie de main-d'œuvre, elle est importante d'avoir des personnes, par exemple, qui sont devenues directrices générales adjointes ou encore responsables de l'alimentation, qui ont aussi une formation d'éducatrices qualifiées et qui peuvent aller donner un coup de main, en fait, s'il y a un groupe qui risque de faire un bris de service parce qu'il y a une éducatrice manquante. Donc ça, c'est certain qu'on aimerait être rassuré de savoir que cette prédominance-là de la tâche pourrait être aussi appliquée pour le réseau des services éducatifs à l'enfance. Et puis, comme le mentionnait Madame Gasparini, les centres de la petite enfance, ce sont des corporations qui sont vraiment beaucoup plus petites que ce qu'on peut retrouver dans le réseau scolaire. Donc, on va parler de corporations qui vont avoir en moyenne 3 installations. Donc, la mobilité serait beaucoup moins grande là, dans le cas où le projet de loi serait appliqué. Merci beaucoup. Donc ici, je comprends 2 choses. Donc, d'une part, vous souhaitez également la clause grand-père qui est maintenue dans sa forme actuelle dans le cadre du projet de loi, que lorsqu'on parle du réseau des services éducatifs à l'enfance, qu'on puisse retrouver la caractérisation de prédominance de la tâche, comme ça a été fait dans le cadre du projet de loi 94. Donc ça, c'est votre première des choses. Puis ensuite, vous dites en moyenne, les CPE ont une moyenne de 3 installations. De votre compréhension, est-ce que le projet de loi permet à une éducatrice bénéficiant de la clause grand-père de pouvoir se déplacer entre les 3 installations puisqu'il s'agit du même employeur?
Oui, ça, c'est notre interprétation, mais effectivement. Et donc, elle serait limitée s'il y a une éducatrice qui est dans un centre de la petite enfance. Il y en a plusieurs aussi dans notre réseau qui a une seule installation. Donc, pour pouvoir avoir droit au droit acquis, elle se retrouve pratiquement, doit absolument rester dans ce centre de la petite enfance là, pour y avoir droit. Est-ce que ça arrive que des éducatrices ont plusieurs employeurs? Parce qu'effectivement, donc, vous l'avez dit, donc ça fonctionne différemment que dans le réseau scolaire. Vous avez parlé donc de remplacement. Donc, dans la vraie vie, comment ça fonctionne pour un CPE, donc d'allouer les différentes ressources humaines lorsqu'il y a un retrait préventif, par exemple? On sait qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la petite enfance. Donc, comment ça fonctionne? Il y a des éducatrices qui sont des éducatrices remplaçantes qui ont plusieurs employeurs. Okay. Il y en a qui sont employés d'un service de remplacement. Moi, j'en ai eu qui venaient 1 jour par semaine parce que dans son CPE, il ne pouvait pas travailler la 5e jour, puis il voulait 5 jours, donc il venait chez nous 1 jour par semaine. Donc, lui aussi avait 2 employeurs. Ça peut arriver. Donc, je comprends que lorsque vous parlez donc de la prédominance de la tâche, l'objectif, c'est aussi donc de prévoir ce type de situation-là, même inter-employeur. Exact. Oui, parfait. Je comprends. Vous avez parlé aussi, Mme Blanchard, de l'article 90.1. Il a été évoqué précédemment dans le cadre de ces consultations. On comprend ici que c'est un article donc, qui encadre donc, les situations essentiellement donc, de prosélytisme. Selon vous, est-ce que cet article-là offre tous les leviers nécessaires pour agir, un peu comme vous le disiez, donc Mme Gasparini, vous parliez donc que dans le cadre de l'autonomie de gestion, vous pouvez agir très vite, mais aussi, je vous questionne peut-être un peu plus largement, à savoir est-ce que cet outil-là, il est suffisant donc pour encadrer les situations qui font consensus et qui sont problématiques. Vous dites, on aurait peut-être besoin de leviers supplémentaires, hormis ceux qui nous sont suggérés dans le cadre du projet de loi 9. Donc, l'article 90.1, je cherchais, il est, à notre avis, on a les leviers nécessaires. Donc, c'est peut-être aussi en termes d'application qui pourrait être mieux encadré. Donc, quand l'article a été instauré, fin des années 2010, je crois, il y a un guide qui a été associé à l'interprétation de l'article, donc pour guider les gestionnaires dans l'application de cet article-là. Donc, on pourrait assurément faire une mise à jour pour s'assurer que c'est bien l'interprétation qu'on souhaite faire de cet article-là et permettre à ce moment-là de vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'enseignement religieux, là, ce qu'on souhaite tous là, dans les services. Puis le ministère, il peut aller, quand il y a un cas d'une situation comme ça, le ministère peut aller dans un centre de petite enfance qui contredit à une loi. Vous pouvez faire enquête lorsqu'il y a des situations, des plaintes qui sont déposées. Oui. Exactement. Et puis, vous mentionnez aussi que cet article-là, il y a des pénalités qui y sont liées. Donc, une organisation qui ne respecterait pas cet article-là de la loi pourrait voir sa subvention soit réduite ou même suspendue de façon à rectifier la situation. Parfait. Et juste à titre de rappel, parce que vous parliez du guide, puis ça n'a pas été mentionné précédemment, puis je trouve ça intéressant. Est-ce que vous savez c'est quand la dernière fois que ce guide-là a été mis à jour? Je pense qu'une fois quand ils ont instauré l'article, donc quelque chose comme 2017, donc il n'a pas été mis à jour depuis ce temps, à ma connaissance. Parfait, merci. Je reviens, donc on a parlé donc, des éducatrices donc, qui parfois donc, peuvent parfois donc, faire des remplacements. Donc, peut-être juste me préciser donc, leur statut actuel, parce qu'évidemment, donc, je reviens donc, à la rédaction de la clause de droits acquis, là, ici, parce qu'en ce moment, donc, on parle donc, d'une clause de droits acquis applicable dès le moment du dépôt du projet de loi. Donc, juste pour bien valider, donc, par exemple, est-ce que vous pensez que vous auriez accès donc, à la banque, là, disons, donc, des éducatrices qui sont un peu volantes? Je me tourne vers vous pour bien m'expliquer ce bout-là. Oui, bien, nous, on a des remplaçants qui sont nos employés. OK. Okay. Et aussi, on fait recours à un organisme de service de remplacement. Honnêtement, je n'ai pas compris que ça s'appliquait à eux. Là, honnêtement, je ne peux même pas vous répondre. Je n'ai pas pensé vraiment le service de remplacement, qu'est-ce que ça veut dire. Puis, qu'est-ce que ça veut dire quand ces gens-là rentrent chez nous? Parce que nous, j'ai des employés à temps plein qui ne sont pas nos employés, ils viennent du service de remplacement. Donc, ça va être intéressant à clarifier ça. Merci. Bien, déjà, je comprends mieux un peu donc, la situation. Donc, il y a certaines d'entre elles qui sont vos employés. Donc, ils ont un lien d'emploi, donc directement donc, rattaché au CPE qui est l'employeur. Puis, il y a d'autres qui n'ont pas nécessairement, donc, qui n'ont pas un lien d'emploi, mais qui ont un lien contractuel.
avec le service de remplacement. Parfait, merci, c'est très clair. Puis évidemment, sur la question donc, de la pénurie de main-d'œuvre, on le sait, là, vous l'avez nommé, donc c'est très difficile donc, pour vous donc, d'avoir des données probantes. C'est pas quantifié. Vous avez donné l'exemple, Mme Gasparini, donc de votre propre CPE. Mais qu'est-ce que vous anticipez, là, au-delà de celles qui sont déjà en poste? Qu'est-ce que vous anticipez pour l'avenir? Quelles sont vos craintes si le projet de loi est adopté et vous couvre? C'est une bonne question parce que la clause grand-père que j'appelle, elle ne s'appliquera pas à ceux qui ne sont pas déjà à l'école ou qui réfléchissent à aller au cégep pour le DEC ou à l'université pour le bac. Alors ça va avoir un impact pour le futur de cette profession-là d'éducatrice. Ça va rapetisser les nombres de personnes qui vont être attirées pour notre profession. Si je peux me permettre, on a travaillé avec la EETE, qui est l'Association des enseignants en technique d'éducation à l'enfance. Donc, eux mentionnaient qu'il y avait 52% craignaient là, que l'application de ces nouvelles mesures-là, et puis donc, il y avait certaines éducatrices aussi qui des étudiantes là, qui craignaient justement de ne pas pouvoir poursuivre leur carrière dans les centres de la petite enfance comme c'était leur intention au tout début. Donc, c'est certain que la pénurie, on dit qu'il n'y a pas de données probantes, mais il y a quand même, on évalue, le ministère de la Famille évaluait à 3400 éducatrices manquantes là, pour atteindre la cible qui s'était donnée dans l'opération main-d'œuvre. En 2021, on dit qu'il manquait 18 000 éducatrices pour pouvoir combler les besoins. Donc, on a plusieurs de nos éducatrices qui ont beaucoup d'expérience, qui sont plus près de la retraite qu'en début de carrière. Donc, assurément que chaque action qui réduit le bassin de personnes dûment qualifiées, c'est une inquiétude pour nous. Merci beaucoup. Donc, j'imagine, Mme Gasparini, donc vous en opérez un CPE, vous dites, donc vous avez déjà de la difficulté à recruter des éducatrices qui sont qualifiées? Vous avez déjà de la difficulté à recruter des éducatrices qualifiées en ce moment? Oui. C'est votre réalité? J'ai pas compris. C'est votre réalité actuelle? Oui, absolument. Ceux qui ne pensent pas pouvoir poursuivre longtemps dans le métier, c'est toutes des éducatrices qualifiées. Mais il m'en manque, c'est sûr. Merci beaucoup. Il reste combien de temps, Mme la Présidente? Il reste 10 secondes. Ah, ben alors, à ce moment-là, donc, un moratoire, par exemple, est-ce que c'est ce que vous souhaiteriez? Donc, le temps qu'on quantifie les données? Et on souhaiterait qu'il y ait peut-être un pas de recul pour permettre de vraiment évaluer est-ce que c'est un enjeu qui nécessite là, des modifications législatives. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette deuxième portion de discussion. On termine avec la deuxième opposition pour 4 minutes 8 secondes. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. Je reviens sur une question que le ministre a posée. Il a dit, en gros, vous parlez de pénurie de main-d'œuvre. Là, ben, ça ne semble pas l'émouvoir beaucoup, le préoccuper, mais c'est une autre question qu'on aura pour plus tard. Mais il dit, si, mettons, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, là, trouveriez-vous que c'est une bonne loi pareille? Puis essentiellement, tu sais, votre réponse, c'est comme être exposé, que les enfants soient exposés à la réalité de la société dans laquelle ils sont, qui est diversifiée, c'est une bonne chose. Pourriez-vous développer là-dessus? De mixité, d'ailleurs, ça a été intégré dans la loi qu'il y ait que nos milieux de vie soient représentatifs donc de ce qui est dans ce qu'on retrouve en fait dans la société. Ça permet aussi aux tout petits, comme je disais, d'appréhender cette société-là, de pouvoir poser des questions, de pouvoir dans le fond explorer, tout en conservant là, cette contrainte, pas contrainte, mais la nécessité qu'il n'y ait pas d'enseignement qui soit lié aux différentes discussions là, qui pourraient survenir entre les tout-petits et les éducatrices. Évidemment. Est-ce que vous pensez que ça pourrait même, le fait d'avoir des éducatrices qui portent le voile, là, que ça pourrait faire reculer les préjugés chez les enfants? Ça faire en sorte qu'ils sortent de là puis il y ait moins de préjugés par rapport aux femmes qui portent le voile? Mais tu sais, les enfants, cet âge-là, ils n'en ont pas trop. De préjugés? Non. C'est comme quand on dit, ben là, la religion, ils vont savoir que l'hijab est lié à la religion, un croix, c'est lié à la religion. Non, sauf s'il y a quelqu'un qui leur apprend ça. Puis nous, on ne fait pas ça. Donc, moi, j'ai pas de crainte là-dessus. Mais par contre,
La communauté, c'est comme Geneviève disait, c'est dans le programme éducatif du ministère qu'on doit intégrer la communauté, être actif dans la communauté. Mais quand on va prendre une marche avec les enfants ou on va au parc, on est dans la communauté puis ils voient des gens avec des signes religieux. Et si c'est quelque chose qui est très normal dans leur environnement, ça ne leur changerait rien, ça ne le met pas en question. Et est-ce que... Ah, c'est quoi ma dernière question? Excusez. Ah oui, c'est ça. Vous, dans votre mémoire, vous avez la recommandation 3 qui dit qu'il faudrait évaluer les impacts du projet de loi avant de l'adopter, notamment sur la question de la main-d'œuvre. Donc, évidemment, le gouvernement ne l'a pas fait. C'est pour vous, pourquoi c'est important qu'il y ait une analyse là, différenciée sur ce que ça va faire, notamment sur la main-d'œuvre, mais aussi sur les femmes en général? Notamment en termes d'analyse, c'était aussi de déterminer est-ce que c'est un enjeu sur lequel il y a une nécessité d'intervenir de façon législative. Donc, on a déjà des outils qui nous permettent de justement de s'assurer qu'il n'y a pas d'enseignement religieux. Donc, c'était aussi en ce sens-là de dire est-ce qu'on peut faire une analyse justement de déterminer est-ce que c'est vraiment nécessaire d'intervenir à ce moment-ci. Et aussi, comme on mentionnait précédemment, donc il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y a de lien entre le fait de porter un signe religieux et l'enseignement. Donc, est-ce qu'on pourrait, puis dans un sens comme dans l'autre, hein, il y a certaines personnes qui ont suivi comme non, mais il n'y a pas non plus d'études qui démontrent qu'il n'y a pas d'influence. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi creuser cette question-là avant de pouvoir se positionner? Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine cette audition. Merci beaucoup, mesdames, pour votre apport à nos travaux, l'enrichissement à nos réflexions. Alors, je vais ajourner les travaux de la commission jusqu'au mardi 10 février 2026 à 9h45. Merci.